Mes parents, ceux-là même qui m'avaient renié à 18 ans, me souriaient de l'autre côté de la table cirée du tribunal, comme si de rien n'était. Les mains jointes, ils affichaient une posture détendue et confiante. Mon grand-père milliardaire avait disparu, après tout, et ils pensaient que son empire tout entier était enfin à leur portée. Assise là, silencieuse, le pouls régulier, j'écoutais ma mère murmurer. « Bien sûr, je m'occuperai de tout, Naomi. » Comme si j'étais encore une enfant. Comme si je n'avais pas survécu des années sans eux. Comme si je n'avais pas compris qui ils étaient vraiment. Ils ne m'ont pas demandé ce que je ressentais. Ils ne se sont pas excusés. Ils n'ont même pas fait semblant de se souvenir de la nuit où ils m'avaient laissé seul, avec pour seul bien une valise et une porte d'entrée verrouillée. Pour eux, ce n'était pas des retrouvailles. C'était une transaction. Ils avaient déjà des comptes à régler. 3,8 milliards de dollars. Ils me croyaient trop faible pour qu'ils puissent les contrôler. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon grand-père avait tout prévu. J'ai grandi dans une maison où l'argent n'était jamais perçu comme une contrainte, mais comme une récompense. De l'extérieur, ma famille semblait parfaite. Une grande maison, des écoles privées, des dîners où mes parents évoquaient fièrement leurs valeurs et la discipline. On les admirait. Les voisins nous complimentaient sur notre bonne conduite. Personne ne s'est jamais demandé si l'amour, dans cette maison, avait des conditions, mais c'était le cas. Dans notre famille, l'affection se méritait. L'approbation avait un prix. Et l'argent n'était pas qu'une simple monnaie d'échange. C'était un levier. Mon frère aîné, Daniel, l'a appris très tôt. Il incarnait tout ce que mes parents admiraient, sûr de lui, franc, et immensément conscient de son importance. Même ses échecs étaient présentés comme une opportunité. Ses réussites, comme la preuve que mes parents avaient tout fait correctement. À table, Daniel parlait. Mon père écoutait. Quand Daniel se vantait de ses idées d'entreprise, il comprenait à peine. Mon père hochait la tête, comme s'il entendait un futur PDG. Quand il parlait de vouloir toujours plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance, ma mère souriait fièrement, comme si l'ambition était une vertu en soi. Assise en face d'eux, je poussais discrètement mon assiette. Je n'étais ni rebelle, ni paresseuse, ni insouciante. J'étais observatrice, réfléchie. Je posais des questions au lieu d'accepter des réponses auxquelles je ne croyais pas. Et d'une certaine manière, cela me décevait. Quand je parlais des livres que j'aimais ou des idées qui m'intéressaient, ma mère penchait la tête et disait « C'était bien, Naomi », d'un ton qui signifiait clairement que la conversation était déjà terminée. Mon père levait à peine les yeux. Pour eux, la curiosité n'était pas une force, mais une faiblesse. Le fossé est devenu flagrant quand l'argent est entré en scène. Daniel a eu 17 ans et une voiture flambant neuve, ornée d'un nœud sur le capot, était garée dans l'allée. Tout le monde riait et prenait des photos. Je me souviens de ma mère qui le serrait dans ses bras et lui disait « C'est un investissement pour ton avenir ». À mes 18 ans, pas de voiture, pas de fête, juste un rappel silencieux qu'il était temps de commencer à être réaliste. Les études de Daniel étaient payées sans discussion. Les miennes étaient assorties de conditions. Et toi, quels sont tes projets? Quel est l'intérêt? Et si tu n'obtiens pas ton diplôme? Lorsque j'ai demandé doucement, avec précaution, pourquoi les choses étaient si différentes, le visage de mon père s'est durci. Daniel comprend la réalité, a-t-il dit. Tu es trop émotive, trop sensible. Tu t'attends à ce que tout te soit offert sur un plateau. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. À leurs yeux, je n'étais pas un investissement. J'étais un fardeau. À mes 18 ans, la décision était déjà prise. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas crié. Ils m'ont fait asseoir à la table de la cuisine comme des cadres finalisant un contrat. Tu es adulte maintenant, a dit ma mère calmement. Il est temps que tu apprennes à te défendre. Pas un mot sur Daniel. Aucune explication sur les raisons pour lesquelles il était encore soutenu financièrement alors que j'étais livré à moi-même. Le message était clair. L'indépendance n'était pas une valeur. C'était une punition. Ce soir-là, j'ai fait ma valise, pris de change, quelques affaires personnelles dont ils ne se souciaient jamais. Mes parents restaient dans le couloir à me regarder. Ni cruel, ni émotif, juste distant. Quand la porte d'entrée s'est refermée derrière moi, le claquement a résonné plus fort que n'importe quelle dispute. Debout sur le perron, la poignée de ma valise à la main, je n'ai pas pleuré. J'ai compris. J'ai compris que dans ma famille, l'amour était conditionnel et que je n'avais pas été à la hauteur. La seule personne qui ne m'ait jamais considéré comme une erreur, c'était mon grand-père. William Carter n'élevait jamais la voix. Il ne se vantait pas de sa richesse et il n'avait certainement pas besoin de rappeler à qui que ce soit qui il était. Tandis que mes parents utilisaient l'argent pour imposer leur autorité, mon grand-père, lui, utilisait le silence. Il observait, il écoutait,
Et d'une manière ou d'une autre, il semblait toujours comprendre ce que les gens sous-entendaient, surtout quand il pensait ne rien dire du tout. Après avoir été renié à 18 ans, je ne lui ai rien dit tout de suite. L'orgueil m'a paralysé. La honte a comblé le vide, mais il l'a remarqué quand même. C'est lui qui m'a appelé le premier, d'une voix ferme et sèche. « Naomi », a-t-il dit, comme si rien au monde ne pouvait l'inquiéter. « Viens dîner avec moi ce soir. » Ai-je tenté de trouver des excuses. Le travail, les devoirs, n'importe quoi pour éviter d'admettre la vérité. Il n'a pas protesté. Il a marqué une pause et a simplement dit « J'arrive ». À mon arrivée, il ne m'a pas demandé où j'habitais. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'avais l'air si fatigué. Il m'a simplement versé un verre d'eau, posé une assiette devant moi et a laissé le silence s'installer. Finalement, j'ai craqué. Non pas en larmes, mais par épuisement. Je lui ai tout raconté, tout ce que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Les leçons de morale, les comparaisons, la façon dont Daniel était toujours considéré comme un avenir prometteur, tandis que moi, j'étais perçu comme un risque trop important. Je m'attendais à de la déception, à de la pitié. Au lieu de cela, mon grand-père s'est adossé à son fauteuil et a esquissé un sourire. Il a dit « Enfin, ils t'ont montré leur vrai visage. » C'est tout. Ni indignation, ni surprise, juste une confirmation. Dès cet instant, il est devenu mon refuge. J'ai passé d'innombrables nuits sur son canapé. Il n'a jamais parlé de charité, ne m'a jamais fait sentir inférieur. Il me donnait de l'argent pour manger comme si c'était la chose la plus naturelle au monde et disait « On a tous besoin d'un petit coup de pouce parfois. » Ne confondez pas cela avec de la faiblesse. Là où mes parents voyaient de l'hésitation, ils voyaient de la patience. Là où ils voyaient de la sensibilité, ils voyaient de la perspicacité. « Tu remarques des choses ?» m'a-t-il dit un jour, alors que nous jouions aux échecs tard dans la nuit. Ça met les gens mal à l'aise, surtout ceux qui ont besoin de tout contrôler. Il n'a jamais dit de mal de mes parents, mais il ne les a pas défendus non plus. Et ce silence en disait plus long que n'importe quelle condamnation. Au fil des années, j'ai construit ma vie pierre par pierre. Rien de glamour, rien d'ostentatoire. Et à chaque étape, mon grand-père observait discrètement, en retrait. Sans jamais intervenir, sans jamais contrôler, simplement en observant. Parfois, je le surprenais à m'étudier avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Ni fierté, ni inquiétude, mais du calcul. À l'époque, je pensais qu'il était juste un vieil homme qui se remémorait le passé. Je ne réalisais pas qu'il regardait déjà vers l'avenir. Et j'ignorais totalement que, tandis que mes parents me considéraient comme une perte, mon grand-père, lui, faisait tout autre chose. Il s'est préparé. À la mort de mon grand-père, le monde n'a pas cessé de tourner, mais quelque chose en moi, si. William Carter avait été une présence constante dans ma vie pendant des années. Silencieux et immuable, comme un repère dont je n'avais jamais douté de la pérennité. Même lorsque sa santé a commencé à décliner, je me persuadais qu'il avait le temps. Les hommes comme lui en avaient toujours. Ils survivaient aux récessions, aux trahisons, aux guerres. Ils ne disparaissaient pas comme ça. Alors, quand l'avocat a appelé, sa voix posée et formelle, je savais déjà ce qu'il allait dire avant même qu'il n'ait prononcé un mot. « Je suis désolé pour votre perte, Naomi. » Le chagrin est venu plus tard. Ce qui m'a envahi d'abord, c'est l'engourdissement. J'ai pris l'avion pour la lecture du testament 2 jours plus tard. J'étais habillé en noir, non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que cela me semblait incongru de faire autrement. Assise seule à l'arrière de la voiture, en route pour le tribunal, je me suis dit de ne rien attendre. Une montre, une lettre, peut-être un de ces vieux jeux d'échecs. C'était tout. Je n'étais pas assez naïve pour imaginer davantage. Mes parents étaient déjà là à mon arrivée. Ils semblaient reposés. Ma mère se leva aussitôt, son visage s'adoucissant d'une manière qui aurait pu passer pour de la chaleur si je ne la connaissais pas si bien. Elle prit mes mains dans les miennes comme si nous nous retrouvions après un malentendu plutôt qu'après des années de silence. « Naomi », dit-elle gentiment, « je suis si heureuse que tu sois venue. » Mon père hocha la tête, un sourire déjà étiré sur ses lèvres, un sourire qui semblait trop naturel. Daniel se laissa aller dans son fauteuil, les bras croisés, et scruta la pièce comme s'il évaluait un achat. Ni condoléances, ni excuses, juste de l'anticipation. Tandis que nous nous asseyions, ma mère se pencha vers moi et baissa la voix. « Cela doit être bouleversant pour toi, » dit-elle. « Mais ne t'inquiète pas, nous allons nous occuper de tout. » Nous occuper de tout. Ces mots résonnèrent lourdement en moi. L'avocat s'éclaircit la gorge et commença à lire. Le jargon juridique emplissait la pièce. Actif, avoir, évaluation, des chiffres si colossaux qu'ils semblaient abstraits. Le pied de Daniel trépignait sous la table. Le regard de mon père s'aiguisait à chaque phrase. Puis les mots changèrent.
Conformément aux volontés de William Carter, déclara l'avocat, l'intégralité de son patrimoine, estimé à environ 3,8 milliards de dollars, doit être légué à ses petits-enfants. Je retins mon souffle. Naomi Carter, un instant. Personne ne dit un mot. Puis ma mère expira bruyamment, comme si elle avait retenu son souffle tout ce temps. Le sourire de mon père s'élargit. Daniel rit doucement et secoua la tête. Eh bien, dit mon père d'un ton désinvolte en frappant dans ses mains. C'est logique. J'aime bien discuter. C'est une image. C'est plus clair que la vidéo. Ma mère me serra le bras. Bien sûr, ajouta-t-elle. Tu as toujours été proche de lui. Proche. Il n'avait pas prononcé ce mot depuis des années. Et bien sûr, mon père reprit, déjà penché en avant. Oui, je m'en occupe. Une succession comme celle-ci exige de l'expérience. De la structure, de la supervision, sourit Daniel. Oui, Naomi. Ce genre d'argent ruine les gens. Ils étaient si sur deux, si détendus, si convaincus que la décision était déjà prise. Je baissai les yeux sur mes mains posées tranquillement sur mes genoux. Ils ne remarquèrent pas que l'avocat n'avait pas fini de lire. Ils ne remarquèrent pas la brève pause qu'il avait marquée avant de tourner la page. Et ils ne remarquèrent certainement pas l'expression à peine audible et entendue sur son visage. Car si mes parents partageaient déjà le contrôle dans leur esprit, les véritables intentions de mon grand-père restaient encore à découvrir. Au moment où l'avocat marqua une pause, mes parents se rapprochèrent de moi. Pas de lui. Cela en disait long. La main de ma mère glissa sur la mienne. Légèrement mais délibérément, comme pour reprendre possession de quelque chose qu'elle estimait lui appartenir. Tu dois être sous le choc, dit-elle doucement. N'importe qui le serait. Je ne me dégageai pas. Je ne dis rien. Je la laissai continuer. C'est beaucoup trop de responsabilité pour une seule personne, ajouta mon père. Son ton était calme, raisonnable, la même voix qu'il employait lorsqu'il voulait que cela ressemble à une faveur plutôt qu'à une exigence. Ton grand-père était bien intentionné, Naomi, mais gérer un domaine de cette envergure demande de l'expérience. Du jugement. Daniel laissa échapper un petit rire. Sans vouloir t'offenser, dit-il en décroisant. Enfin les bras. Mais tu es toujours locataire. Tu n'as même jamais géré un véritable portefeuille d'investissement. Ce n'est pas un compte d'entrée de gamme. C'est un empire. Voilà. Ni inquiétude, ni amour. Du jugement. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais besoin d'aide. Ils ont décidé comment prendre le contrôle sans le dire ouvertement. Ma mère inclina la tête, les yeux brillants d'une empathie feinte. Tu as toujours été sensible, dit-elle gentiment. Et ce n'est pas un défaut, mais des sommes pareilles, ça brise les gens. Nous ne voulons pas te voir gâcher ta vie. Gâcher ma vie. Ces mêmes personnes qui m'avaient vu quitter leur maison avec une simple valise se souciaient soudain de mon bien-être. J'ai fini par lever les yeux. Tout gâcher comment? Ai-je demandé doucement. Ils ont échangé un regard rapide et convenu. Eh bien, a dit mon père. De mauvais investissements, des décisions impulsives, faire confiance aux mauvaises personnes. Il a souri, comme s'il énumérait les faits inévitables. On avait mis en place les protections nécessaires, des administrateurs, un système de surveillance. En notre nom, a ajouté Daniel d'un ton léger. Juste temporairement, comme quand ils m'ont suspendu temporairement à 18 ans. Ma mère m'a serré la main à nouveau. Plus fort cette fois. Tu n'as rien à prouver, a-t-elle murmuré. Laissons la pression s'installer. C'est à ça que sert la famille, la famille. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Je sentais les murs se refermer sur moi, non pas physiquement, mais stratégiquement. Ils étaient en train de construire un récit sous mes yeux. Naomi est dépassée. Naomi est inexpérimentée. Naomi a besoin de protection. Et le pire, c'est qu'ils y croyaient. Ils pensaient qu'en parlant avec suffisamment d'assurance et de calme, l'issue leur serait favorable, que j'acquiescerais, que je céderais par peur ou par gratitude. L'avocat s'éclaircit la gorge une nouvelle fois, mais mes parents ne le remarquèrent pas. Trop occupés à me raconter ma vie, trop occupés à s'emparer d'un pouvoir qu'ils croyaient déjà leur appartenir, ils ignoraient qu'ils parlaient trop tôt, car mon grand-père n'avait pas terminé. Et la page suivante du testament allait réduire à néant leur version des faits. Un silence s'était installé dans la pièce, un silence empreint d'un silence respectueux. C'était le genre de silence qui survient quand on pense que la décision est déjà prise. Mes parents se laissèrent aller dans leur chaise, le corps détendu, satisfait. Daniel tapotait du doigt sur la table, ennuyé maintenant que le plus dur était passé. Pour eux, cette réunion n'était qu'une formalité. L'avocat ne resta pas assis à leur côté. Il se tenait là. Il ajusta ses lunettes, jeta un bref coup d'œil dans ma direction, puis baissa les yeux sur le document qu'il tenait entre ses mains. « Si vous me permettez de continuer, dit-il calmement. » Mon père fit un geste de la main,
comme pour balayer la question d'un revers de main. Bien sûr, juste les détails techniques, n'est-ce pas? L'avocat ne répondit pas. Il tourna la page. Le bruit fut faible, à peine audible, mais il résonna comme un coup de feu. Il y en a, dit-il prudemment. Des dispositions supplémentaires sont attachées à la succession de M. William Carter. Le sourire de ma mère ne s'effaça pas complètement, juste assez pour qu'une fissure apparaisse. Supplémentaire, répéta-t-elle d'un ton léger. Je suis sûr que ce n'est rien d'inhabituel, poursuivit l'avocat. M. Carter s'attendait à ce que son héritage soit contesté. Ce mot ramena l'attention de Daniel à la table. Contesté, répéta mon père. Assis là, tout de suite. Par qui? L'avocat ne lui répondit pas. Il continua sa lecture. Dans le cas où une personne, y compris un membre de la famille proche, tenterait d'interférer, de gérer, de restreindre ou de prendre le contrôle de la succession au nom de Naomi Carter. La main de ma mère glissa de la mienne. De tels actes seront considérés comme une violation directe du testament. L'atmosphère changea. Daniel laissa échapper un rire sec. C'est ridicule. L'avocat ne leva pas les yeux. D'une voix posée, M. Carter précisa qu'aucun exécuteur testamentaire, tuteur ou administrateur externe ne serait nommé. La succession restera sous le contrôle exclusif de Naomi Carter. Mon père se leva. Ce n'est pas raisonnable, dit-il, perdant enfin son sang-froid. Elle n'est pas préparée à ça. L'avocat leva un doigt, d'un geste non pas brusque, mais ferme. Je n'ai pas terminé. Ma mère avait pâli. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. L'avocat prit une inspiration et lut le dernier paragraphe. Je lègue ma succession à Naomi car elle a vécu sans mon argent et en a appris la valeur. Si mon fils et ma belle-fille tentent de s'emparer de ce qui ne leur appartient pas, cela prouvera exactement pourquoi ils n'ont jamais été élus. Les mots résonnèrent, lourds et irrévocables. Un silence s'installa. Puis mon père frappa la table du poing. C'est de la manipulation, siffla-t-il. Il la tourna vers nous. Daniel repoussa à sa chaise. Il faut poser des questions. On ne peut pas simplement léguer une fortune pareille à quelqu'un qui... Demandai-je. Ma voix résonna dans la pièce, plus incisive que je ne l'aurais cru. Ils se tournèrent tous vers moi. Pendant des années. Continuai-je, debout à présent. Vous disiez que j'étais incapable, trop émotive, trop téméraire, et maintenant vous êtes en colère parce que quelqu'un a enfin osé vous contredire. Ma mère accourut. Naomi, ma chérie, ce n'est pas ça le problème. Ton grand-père était malade. Il était sous l'influence de substances. Non, répondit calmement l'avocat. Si. Le silence retomba. L'avocat ferma le dossier. Ces dispositions sont juridiquement contraignantes, dit-il. Toute tentative de les contourner entraînera une déshéritation immédiate et d'éventuelles poursuites judiciaires. Mes parents le fixèrent, abasourdis. Leur confiance s'effondra instantanément. Les mains de ma mère tremblaient. Le visage de mon père s'assombrit de colère. Daniel me regarda, non plus avec supériorité, mais avec incrédulité. Ils étaient entrés dans cette pièce avec le sourire. Ils étaient venus s'attendre à avoir le contrôle. Au lieu de cela, ils sont repartis les mains vides. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui étais mise de côté, mais moi qui restais debout. Même s'ils ont réalisé trop tard que mon grand-père ne m'avait pas seulement légué sa fortune, mais aussi le dernier mot, ils ont refusé. Je savais qu'ils ne l'accepteraient pas. Des gens comme mes parents n'ont jamais pensé que le premier refus s'appliquait à eux. Pour eux, les règles étaient flexibles, surtout en matière d'argent, surtout lorsqu'ils pensaient que l'autorité leur revenait de droit. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation. Mon père a déposé une requête auprès du tribunal pour placer mon héritage sous tutelle temporaire, invoquant une instabilité émotionnelle, un manque d'expérience financière et, mon argument préféré, un historique avéré de mauvais jugement. J'ai lu les mots 2 fois, puis j'ai esquissé un rire, bref et sans humour. Voilà donc leur prochaine manœuvre. La salle d'audience était plus froide que la salle de conférence où le testament avait été lu, moins polissée, moins indulgente. Mes parents sont arrivés tôt et se sont assis ensemble, formant un front uni. Ma mère portait des couleurs douces, de celles qui suggéraient l'inquiétude. Mon père était assis, raide comme un piquet, le menton serré. Daniel les encadrait, les bras croisés, le regard fixé sur moi avec une hostilité manifeste. Ils n'étaient pas là pour se réconcilier. Ils étaient là pour m'anéantir. À l'entrée du juge, la salle se leva. Et lorsque nous nous sommes rassis, l'avocat de mon père a commencé à me dépeindre comme une personne à peine humaine. Elle est dépassée, a-t-il dit. Easily influenceable. Un tel niveau de richesse représente un grave danger pour son bien-être. J'écoutais en silence tandis que des années de déni étaient reformulées en langage juridique. Puis ce fut notre tour. Mon avocat se leva lentement,
calme et préparé. Il ne s'attaqua pas aux émotions. Il s'attaqua aux faits. Il présenta des courriels dans lesquels mes parents parlaient de la succession comme étant la nôtre. Des relevés bancaires montrant des tentatives de demande faites en mon nom sans mon consentement. Des SMS de Daniel me traitant d'obstacles temporaires. À chaque document, mes parents se tortillaient sur leur siège. Finalement, mon avocat a évoqué le testament lui-même. William Carter avait prévu ce scénario précis, a-t-il dit en brandissant le document. C'est pourquoi il y a inclus une clause interdisant explicitement toute ingérence. Cette requête n'est pas une préoccupation, c'est une affirmation. La juge a longuement fixé mes parents du regard. Puis elle a pris la parole. Ce tribunal ne modifiera pas le testament d'un homme parce que cela dérange certaines personnes, a-t-elle déclaré calmement. La requête est rejetée. Ma mère a pris une profonde inspiration. Le visage de mon père s'est figé. La juge n'avait pas terminé. Toute tentative ultérieure de porter atteinte à l'autonomie de mademoiselle Carter pourrait entraîner des sanctions. Le marteau du juge a retenti. C'était fini. Tandis que les gens se levaient et commençaient à partir, ma mère a tendu la main vers moi, la voix tremblante. Nous voulions juste te protéger. J'ai croisé son regard pour la première fois depuis des années. Non, ai-je murmuré. Vous vouliez me contrôler. Elle n'a rien trouvé à répondre. Je suis sorti seul de la salle d'audience, non pas parce que personne ne me suivait, mais parce que, pour la première fois de ma vie, je n'avais besoin de personne. La décision du tribunal n'a pas seulement mis fin à l'affaire. Cela les a exposés. Dans une ville où la réputation était une monnaie d'échange, mes parents avaient passé des décennies à bâtir la leur avec soin, presque obsession. Gala de charité, déjeuner d'affaires, vantardise discrète déguisée en inquiétude. Ils inspiraient confiance car ils paraissaient respectables. Cette illusion n'a pas résisté au tribunal. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Comme toujours. Non pas la version qu'ils auraient souhaitée, mais la vérité. On chuchotait à propos de la requête. Comment un père avait tenté de faire déclarer sa propre fille inapte à gérer son héritage. Comment un grand-père milliardaire l'avait pressenti et avait rédigé une clause de protection spécifique pour son fils. Les invitations de ma mère se sont raréfiées, puis ont cessé complètement. Les femmes qui s'appuyaient autrefois sur elle lors des déjeuners souriaient désormais poliment et s'éclipsaient rapidement. L'inquiétude a fait place à la distance. La distance a fait place au silence. Le monde de mon père s'effondrait de plus en plus visiblement. Les clients posaient des questions. Les associés hésitaient. Cette même assurance qui impressionnait jadis paraissait désormais de l'arrogance, surtout après un échec aussi public. En quelques mois, il a pris du recul. C'était l'expression qu'ils utilisaient. Mais tout le monde savait ce qu'elle signifiait. Daniel s'éclaircit la gorge plus vite que les autres. Sans le soutien de mes parents, il ne savait plus où il en serait. L'image de l'enfant chéri s'était fissurée sous le regard critique. Ceux qui riaient autrefois à ses blagues ne lui répondaient plus. Les opportunités se faisaient rares. La confiance qui lui était toujours venue si naturellement s'était muée en amertume. Un jour, il m'a interpellé devant un café, comble de l'ironie. « Tu crois que tu as gagné » a-t-il sifflé. « Tu crois que ça te rend meilleur que nous » Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas souri. « Je crois que ça me libère » ai-je répondu. Il m'a dévisagé comme si je parlais une langue étrangère. Et c'est là que j'ai su que le changement était complet. Je n'ai pas changé de vie du jour au lendemain. Pas de gros titres, pas d'extravagance. J'ai investi dans la tranquillité, j'ai appris consciemment, je me suis entouré de gens qui ne me considéraient pas comme un actif à gérer. Cela a effrayé mes parents plus que tout, car ils ne pouvaient plus m'atteindre par l'argent. Ils ne pouvaient plus m'effrayer par leur retrait. Ils ne pouvaient plus réécrire l'histoire. Ils avaient perdu la seule chose sur laquelle ils s'étaient toujours appuyés, le contrôle. Et tandis qu'ils s'effaçaient dans ma vie, j'ai réalisé quelque chose de profondément puissant. Je ne leur avais rien pris. J'avais simplement cessé de les laisser me prendre quoi que ce soit. Des mois plus tard, je suis passé devant la maison de mes parents pour la première fois depuis la fin de tout. Elle me paraissait plus petite que dans mes souvenirs. La peinture des volets s'écaillait. La pelouse était envahie par les herbes hautes, comme si personne ne se souciait plus d'eux. L'éclairait. La lumière du porche était allumée, mais la chaleur qu'elle dégageait autrefois semblait vide, factice, comme tout ce qu'ils avaient montré au monde. Je n'ai pas arrêté la voiture. Pendant des années, cette maison avait symbolisé l'échec. Le rejet, le moment où j'avais compris combien l'amour pouvait être conditionnel. Mais en passant devant, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni même de triomphe. Juste de la distance. On croit souvent qu'hériter de milliards vous change du jour au lendemain. Que cela vous transforme en quelqu'un d'autre. Mais la vérité est plus subtile. L'argent ne vous construit pas. Il ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. Ce qui a changé ma vie,
Ce ne sont pas les 3,8 milliards de dollars. C'est à ce moment précis que j'ai compris que plus personne ne pouvait me menacer d'abandon. Mon grand-père l'avait compris. Il ne m'a pas légué sa fortune pour me rendre puissant. Il me l'a légué pour me rendre intouchable aux yeux de ceux qui avaient passé toute mon enfance à tenter de déterminer ma valeur. Il m'a donné quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Il m'a donné une preuve. La preuve que j'avais survécu sans eux. La preuve que je n'avais jamais été le fardeau qu'ils prétendaient. La preuve que je n'aurais plus jamais à mendier une place à table. Tandis que je reprenais la route, la maison disparut dans mon rétroviseur. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'impression de laisser quoi que ce soit derrière moi. J'ai eu l'impression d'enfin avancer à ma façon.